Après de longs mois d'attente, c'est désormais connu en Côte d'Ivoire. Le mastodonte RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et l'après, parti au pouvoir, a complété ses instances. Les personnalités attendues depuis janvier dernier entendent donc plus que jamais constituer une machine de guerre que rien n'arrêterait dans sa bataille pour la conservation du pouvoir en 2020, alors que le nom de la personne censée conduire la coalition était attendu. C'est au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui est revenu la lourde responsabilité de conduire cette équipe. Et sans fin, les prémices de l'alternance au pouvoir. Quelle lecture faire de l'équipe constituée Côte d'Ivoire, instance du RHDP complétée? Enfin, le candidat de la coalition dévoilé, c'est le thème du premier débat du jour. Ensuite, on reste en lien avec la Côte d'Ivoire puisque les juges de la Cour pénale internationale, CPI, ont remis leur motivation écrite sur l'acquittement prononcé il y a 6 mois en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est un gros camouflet écrit pour le bureau du procureur Fatou Bensouda. Au vu du contenu des dites motivations, quelle suite doit être donnée au dossier des anciens présidents et ministres, leaders des jeunes patriotes, motif de l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé, des raisons de les maintenir en liberté sous condition? Ce sera le second thème du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place au débat, on revient juste après l'intermède. Côte d'Ivoire, instance du RHDP complétée. Enfin, le candidat de la coalition dévoilé, c'est le premier thème du jour. À nos côtés aujourd'hui, d'abord Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, expert en stratégie de développement. Messieurs, merci d'être sur ce plateau. Patrick Armand-Pouillon, après question est pour vous. On attendait une équipe depuis janvier. On a dit que visiblement ça se ferait en 2-3 mois. Finalement, ça a pris 6 mois. Est-ce que selon vous, le timing était calculé ou c'était plutôt, on va dire, quelque chose qui était difficile? Est-ce que l'accouchement était difficile selon vous? Pour saisir 7000 membres, vous imaginez qu'il faut du temps. Vraiment, à la secrétaire qui doit saisir 7000 membres d'un bureau politique, je me demande même s'il n'y a pas de doublon. Donc vous comprenez que vous désignez 7000 membres pour diriger un parti politique, ça demande du temps. Ça demande du temps parce que je ne suis même pas sûr que le président de la République connaît le nom de tous ceux qui ont été choisis. Donc vous voyez que c'est un travail minutieux. Ensuite, les dosages, les réglages, les ceci, les crises d'humeur, tout ça là. Je crois qu'en politique, rien ne se fait dans la précipitation et c'est normal. Ok. Mais Tchefa, c'était une équipe qui était très attendue au vu notamment de l'échéance de 2020. On a aujourd'hui le premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui prend la tête de ce bureau politique-là. On a aussi l'impression que c'est un gouvernement bis. Est-ce que ce sont des critiques qui selon vous sont fondées? Oui et non. Fondées du point de vue de ce que, en matière de stratégie politique, disons que le président Ouattara avait un peu le dos au mur au regard de ce que, avec ses anciens partenaires par rapport à l'appel de Daoukro, tout ce qui avait été pris comme engagement n'avait pas été respecté à la lettre. Et qu'à l'arrivée, il y avait un problème pour que la même équipe soit reconduite. Alors que celle-ci, je parle de l'équipe, est l'équipe la plus complète, la plus soudée, la plus représentative des oufouettistes, la plus représentative même de la Côte d'Ivoire, selon moi. Alors, une fois que, au regard des dissensions liées à la continuité ou non, et surtout à celui qui devrait remplacer le président Ouattara, bien évidemment, je l'avais dit ici que au fur et à mesure que nous allons nous rapprocher de 2020, il y aura une implosion par rapport au RDPH, et il y en a eu. Le réel problème qui se pose est que, donc, puisque le président Ouattara doit se retirer, j'ai dit aussi qu'il n'a pas le choix, qu'il doit se retirer, au regard de plusieurs paramètres. Regardez, aujourd'hui, il est au milieu de beaucoup de crises en Afrique de l'Ouest qu'il règle. C'est l'un des chefs d'État les plus âgés en Afrique de l'Ouest. C'est un honneur. Et il a eu le temps de soupeser et de comprendre donc que la voie la plus honorable pour lui de sortir, c'est vraiment de partir maintenant et non autrement. Donc par rapport à tout cela, les critiques émises et faites, formulées, sont fondées. Mais par rapport au fait qu'au sein de l'arène politique, on porte des coups, on en reçoit.
Et que l'homme politique, en fait, pour lui, la maxime la plus importante est que c'est la fin qui justifie les moyens. Il n'y a pas de critique à faire en la matière. L'homme politique n'est préoccupé que par le résultat. Peu importe le moyen ou les canaux qu'il aurait utilisés pour obtenir ce résultat, il n'a rien à foutre. Alors, Patrick Amon-Pouyon, Emechefa estime que visiblement le président Ouattara a envie de se retirer. Est-ce que selon vous, cette lecture est réelle? Parce que aujourd'hui, le président a encore défendu récemment qu'il a le droit, selon la Constitution, de briller un troisième mandat et que c'est une question de régler. Est-ce que selon vous, il a réellement envie de passer le témoin? Sans catastrophe en Côte d'Ivoire, Ouattara sera candidat aux prochaines élections. Ce que j'appelle catastrophe, c'est coup de force majeure qui empêche Laurent Gbagbo d'être candidat, qui empêche Bédié d'être candidat. Et en ce moment, Ouattara peut envisager de ne pas être candidat. Mais si Bédié est candidat et que Gbagbo est candidat, il n'y a rien à faire. Alassane Ouattara sait que quel que soit celui qui va mettre devant, il sera broyé. Donc, il va tenter le coup lui-même. Donc, bref, le schéma le plus idéal, en tout cas le plus réaliste qui se présente devant nous, c'est Alassane Ouattara lui-même candidat aux prochaines élections. Voilà, c'est une lecture qui est totalement différente. Emechefa, le premier Samadougou Coulibaly, est-ce que selon vous, il a l'étoffe politique? Parce que visiblement c'est un technocrate rompu à la tâche. Il conduit le gouvernement aujourd'hui, un gouvernement qualifié par certaines pléthoriques, mais avec les résultats que nous connaissons. La Côte d'Ivoire évolue, la Côte d'Ivoire a des chiffres à défendre. Est-ce que selon vous, entre servir et le faire de façon excellente, comme on le remarque, et être, je veux dire, tête de pont politique, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que selon vous, Amadou Coulibaly a l'étoffe pour conduire? Je réponds très directement et de la façon la plus précise que possible. Techniquement, il en a l'étoffe, rien ne lui manque. Mais politiquement, il n'en a pas l'étoffe. Et le poste du président de la République est une fonction politique et non une fonction technique. La représentation sociale que les Ivoiriens ont de Coulibaly, il est resté sous les ailes de Ouattara qu'il a fait. Il n'est pas allé au charbon pour transpirer. Guillaume Soro s'est fait lui-même. Laurent Gbagbo n'en parle non plus. Henri Konan Bédié, plus ou moins. Mais il a fini par se faire lui-même. Et le peuple ivoirien n'aime pas les hommes politiques fabriqués de fait. Ils aiment ceux qui vont au charbon, qui transpirent. C'est comme les Américains aiment les chefs de guerre, les présidents héroïques, pas des présidents intellectuels, bien faits. Donc, chaque peuple a sa psychologie. Techniquement, il est bon, il est prêt. Mais politiquement, son fief, c'est où? Qu'a-t-il démontré? Il a réussi lui-même à s'imposer dans quel électorat par rapport à sa force personnelle. Il a construit où et quand? Les Ivoiriens n'ont pas vu ça. Et c'est ça le réel problème. Patrick Amon-Pouyon, Amadou Coulibaly, pas candidat, est-ce qu'il en a l'étoffe? En tout cas, si les autres partis aussi choisissent la relève, la jeunesse, il a la possibilité, en se basant sur ceux qui ont de l'étoffe derrière lui. N'oubliez pas Ahmed Bakayoko et autres qui sont là pour apporter. Donc, si on passe à une autre génération, je peux vous dire qu'il est avec la machine de l'État, la machine du pouvoir, les moyens de l'État et tout ça, les pressions de l'État sur certaines autorités locales, il a des possibilités de passer. Seulement, il faut dire que le schéma est très compliqué. Très compliqué parce que cette guerre lancée, je ne sais pas pour quelle motivation, contre le parti de Bédié et tout ça, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça sert. Parce que je ne vois pas bien comment un candidat du Nord va faire la guerre contre le PDCI et retrouver la région Baoulé. Donc, vraiment, je ne sais pas quelle est la stratégie qui est derrière. Je ne sais pas qui est le stratège qui travaille, mais ce n'est pas lisible en termes de stratégie. Si nous rentrons dans les vieilles écoles où on dit qu'il faut massacrer tout ce qui est en face et il faut gagner, cette école qui a fait échouer en RDC, cette école qui a fait échouer dans beaucoup de pays, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est cette école-là, dépassée là, qu'on continue de faire en se disant s'il n'y a pas de candidat de poids devant, on va passer. Mais ce n'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que même s'il n'y a pas de candidat de poids devant et qu'il y avait un chien devant, le chien peut gagner les élections, comme ça s'est réalisé dans beaucoup de pays. Donc, bref, moi, je pense que
Gon Coulibaly peut être un bon candidat, mais à condition que nous quittons la cour des jungles qui nous se prépare, comme on appelle la jungle qui se prépare en Côte d'Ivoire, où il y aura des coups, et de vrais coups, où le candidat doit se défendre lui-même face à l'armada que chacun va mettre en place. Voilà. Non, je partage entièrement le point de vue du coup du pognon, mais je rappelle que votre question à moi adressée était est-ce qu'il en a l'étoffe? Pas qu'il gagnerait. Est-ce qu'il gagnerait? C'est à cette question qu'il a plutôt répondu. Oui. Et moi, j'ai répondu à celle qui consistait à savoir s'il en a l'étoffe. Autrement dit, comment le peuple ivoirien le perçoit. On est dans un champ de représentation et de perception sociale. Et je l'ai dit, techniquement, on ne lui reproche rien. C'est un grand cadre technique, un haut fonctionnaire de l'État. Il a fait ses armes un peu partout. Il a suffisamment de poigne. Il est aujourd'hui comme le président Ouattara était avec le président Houphouët-Boigny. C'est tout. Mais politiquement, il est venu dans l'arène quand il a fait ses armes, où et quand, et qu'est-ce qu'il a pu dire par lui-même, sans que personne ne lui tienne la main. C'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens, globalement, voient Gon Coulibaly comme quelqu'un qui a un rejeton politique de Ouattara. Alors aujourd'hui, vous parliez de prendre des coups dans l'arène politique. On a des personnalités ivoiriennes qui en prennent, notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafoy-Soro, qui a pris son bâton de pèlerin et qui parcourt monts et vallées en Côte d'Ivoire depuis des semaines, des mois. Est-ce que, selon vous, il y a des rumeurs comme quoi l'homme serait bientôt inquiété? Est-ce que, selon vous, il a l'étoffe dont vous parliez pour, pourquoi pas, je dirais même, dans la posture d'aller contre pourquoi pas une candidature même du président Alassane Ouattara? Pour tout calcul bien fait, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et même en Afrique de l'Ouest, Guillaume Soro serait compté parmi les animaux politiques, les bêtes politiques. Il s'est fait lui-même, dans le sang et dans la sueur. Il s'est fait lui-même en sacrifiant tout. C'est un homme de stratégie. Il n'a pas fini de dire son dernier mot. Il parlera, il est sous des menaces. Depuis toujours, il est habitué à cela. Et j'ai dit ici que s'il parlera, il dira tout ce qu'il sait. Et il y a des faits par rapport auxquels il pourra apporter des preuves, parce qu'il en a amassé. Ce n'est pas une blague. Donc, le simple fait que Guillaume Soro parle, si on l'amène à parler, ne laissera pas la Côte d'Ivoire dans une paix profonde. Alors on ferait mieux de cesser cela, parce que ça n'arrangerait aucun camp, ou alors ça arrangerait le camp qu'on ne voudrait pas que cela arrange s'en trouve par le fait des choses arrangées. Chacun ferait mieux d'affûter ses armes devant le peuple. Guillaume Soro a son petit fief en Côte d'Ivoire. Je dis petit entre griffes par humilité. Il peut en faire quelque chose. C'est vrai, tout de suite, il peut tout de suite ne pas être celui qui serait promu ou désigné de fait à ce poste, mais il a les moyens de jouer au trouble-fête. Il a les moyens de contraindre à l'appeler pour quelque négociation que ce soit, maintenant ou plus tard. Et ne l'oublions pas, il est jeune. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où la politique au haut niveau est réservée aux patriarches, pour qui connaît bien son âge, je dis, il est relativement jeune, et il dispose encore de temps pour dire son dernier mot qu'il n'a pas fini de dire. Voilà, Patrick Armand-Pouillon, on a l'impression que, visiblement, après l'érection de ce bureau politique-là, les patriarches dont parlait Métiefa sont en train de se retirer. On a, par exemple, le vice-président qui n'est pas de cette arène-là, de la direction politique donc du RHDP. Est-ce que, selon vous, la jeunesse, à travers, par exemple, Guillaume Kibafoy-Soro, a les armes pour briguer la magistrature suprême et pourquoi pas même battre les mastodontes? Je vous pose la même question. Au fait, je vous dis en réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas en créant un parti politique de 7000 membres sur papier qu'on gagne une élection. Ce que Guillaume Soro est en train de faire en ce moment, c'est exactement ce que Macky Sall a fait. La population dans les bas quartiers, dans les bas villages, dans les coins reculés de Côte d'Ivoire, a-t-il mangé avec Gon Coulibaly?
a-t-il partagé un repas avec Gon Coulibaly? Sans caméra, sans communication, rien. Il est en train de passer de maison en maison. C'est-à-dire que je suis sur votre plateau, hein, et vous êtes en train de parler de Guillaume Soro, et ça fait des clics dans ma tête. Je me rappelle la stratégie Macky Sall, qui était partie de plus loin que Guillaume Soro. Autrement dit, une chose est de voir le poids dans les médias, le poids dans le passé. Une chose est de voir cette stratégie sans caméra, sans micro, où on va serrer la main de quelqu'un qui a envie de voir celui qui a serré sa main devenir président, celui avec qui il a fait photo devenir président. Je crois que le régime a des raisons de commencer par s'inquiéter de l'avenir politique de Guillaume Soro. Et mieux, vous savez, le PDCI n'a pas décidé quoi faire. Et je connais très bien Henri Konan Bédié pour savoir que ce n'est pas un homme qui va penser moi et moi. C'est un homme qui va penser comment battre ce monsieur en face de moi. Et la candidature de Guillaume Soro, il risque d'être un problème sérieux pour le parti au pouvoir. Et moi, je ne vous dis pas ça pour encourager le parti au pouvoir à lui faire des embêtements, à lui faire des ennuis. Je dis ça pour que Nelson Mandela revienne à la page en Côte d'Ivoire et que le président actuel, le régime actuel comprenne que tel que ça se prépare les prochaines élections, en cas d'alternance, ils seront persécutés de la même manière qu'il y a persécution aujourd'hui. Et qu'on peut finir avec cette persécution-là maintenant en trouvant les voies et moyens pour sortir la Côte d'Ivoire par le haut. Voilà, il y a beaucoup d'autres problèmes en Côte d'Ivoire, notamment la réforme de la CEI qui aujourd'hui divise l'opposition, a claqué la porte. On a l'impression que la réforme se fera vaille que vaille. Est-ce que aujourd'hui, selon vous, le consensus autour de cette CEI-là gage aussi d'une paix profonde pour 2020? Parce que visiblement, le problème reste entier aujourd'hui. Personne n'a gagné une élection sans contrôler minimalement l'organe ou l'institution qui est à l'opérationnel et qui s'occupe donc de son organisation. Et dans tous les pays du monde, cet organe-là, c'est-à-dire l'organe qui organise les élections, qui est à l'opérationnel, et ensuite l'organe qui valide les élections et qui donc prononce le résultat définitif, sont des organes avec lesquels les hommes politiques ne s'amusent pas. Et il n'y a aucun pays au monde où le consensus total et entier a été retrouvé autour de ces organes. À partir de ce moment, ils vont s'accommoder. Ils chercheront à trouver une sorte de consensus quitte à aller aux élections. Et c'est de la qualité des élections que nous verrons si c'est un consensus valide, valable ou non. Alors, Patrick Amon-Bouillon, aujourd'hui, le test, le Parlement ivoirien a adopté la loi sur la recomposition de la commission électorale, mais l'opposition n'est pas d'accord avec le test. Est-ce que, selon vous, cette réforme-là de la CEI se doit d'être consensuelle? Parce que, rappelons-le, il y a une décision de la Cour africaine qui dit clairement que la CEI, en son état actuel, est partisane. Donc cette réforme-là se devait d'être inclusive, mais visiblement l'opposition n'est pas d'accord et continue de crier à la main basse du régime du président Alassane Ouattara sur cette CEI-là. Visiblement le texte évolue et suit son parcours normal sans que le caractère inclusif ne soit privilégié. Déjà, l'opposition ne sera jamais d'accord si elle ne contrôle pas la commission. Donc sur ce plan-là, je crois que il ne faut pas qu'on se fie trop à ça. Seulement, le régime aussi doit donner des gages. Vous savez, j'appelle souvent à Nelson Mandela parce que, en réalité, ça n'arrange personne la manière dont on organise les élections aujourd'hui en Afrique. Parce qu'en cas d'alternance, vous serez persécutés. C'est-à-dire que faisons en sorte de faire la paix des braves. C'est vrai qu'on va reprocher plein de choses au régime actuel, mais n'oubliez pas que ceux qui veulent prendre le pouvoir aussi ne sont pas des tendres. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc, vous comprenez que si on ne fait pas en sorte d'inscrire dans le marbre les règles démocratiques véritables qui vont sauver la Côte d'Ivoire, si le président Ouattara ne s'élève pas au rang de Nelson Mandela pour faire en sorte que son pays à jamais puisse tuer les gemmes de la division et autres, si ce n'est pas fait aujourd'hui, nous allons tout droit vers un chaos parce que les passages en force ne produisent que le chaos. Et ça,
je me rends compte que de plus en plus les régimes en Afrique ne connaissent que les passages en force. Et donc, là, passage en force, là, ça veut dire que toi-même, tu ne sais même pas si tu vas réussir. Vous savez, en stratégie marketing, il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie Général Patton. Général Patton, c'est lui qui a dirigé l'intervention au Vietnam des États-Unis. Il avait pour objectif de tuer le maximum de Vietnamiens. Mais lui-même, il est mort dedans. Alors on dit, la stratégie qui consiste à gagner à tous les coups finit toujours par emporter celui qui veut gagner à tous les coups. Donc bref, moi je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une situation où le régime aussi ne peut pas faire trop de faveurs, mais au moins, il faut quand même plus de dialogue, plus de discussion. Même si au finish, ça ne va pas aboutir, j'ai l'impression que le minimum de dialogue qui doit être fait avant qu'on ne puisse entamer cette réforme n'a pas été fait. Sinon, personne ne sera d'accord tant qu'il ne contrôle pas la commission électorale. Et ce n'est pas le régime qui va donner la liberté aux autres de contrôler la commission électorale. Donc, dans ces conditions, je crois qu'il y aura toujours un problème entre eux. Voilà, notamment toujours concernant cette réforme de la CEI, là, on sait par exemple que a été invité au dialogue le FPI qui n'est pas adoubé par l'ancien président Laurent Gbagbo et ses soutiens. On a aujourd'hui visiblement l'impression qu'il y a donc des voix qui sont toujours écartées de ce consensus-là dans un pays où on parle de 3000 morts environ pour des élections. Est-ce que ce n'est pas important de régler ces problèmes-là dans la paix et dans l'entente Bien évidemment, tel que vous le dites, et je partage entièrement le point de vue du Koutupoyon, c'est que, je l'ai dit, cette commission, elle est à l'opérationnel. Et vous ne pouvez pas gagner une élection sans pour autant la contrôler un tout petit peu. Ce n'est pas possible. Vous n'avez personne là-bas. On ne vous dit rien de ce qui se passe là-bas, vous n'avez aucune information, vous ne savez même pas si les chiffres qui ont été collectés pour votre compte seront validés comme tels ou seront diminués, ou que quelque part quelqu'un aurait la possibilité d'en ajouter un peu. Si vous n'avez rien par rapport à tout cela et que vous êtes dans la plus grande ignorance, ce n'est pas évident que vous gagnez une élection. Ce n'est pas évident. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que, en réalité, que tout le monde s'y retrouve et que les acteurs s'autocontrôlent eux-mêmes. Je me contrôle, tu me contrôles. Je te surveille, tu me surveilles. Si ce n'est pas ça, et que c'est une partie qui est dedans et une autre n'est pas dedans, cela pourrait poser d'énormes problèmes. Nous savons bien que le FPI, depuis que Gbagbo n'est plus en Côte d'Ivoire, est mis en veilleuse. Ce n'est pas l'affaire de Pascal Affi-N'Guessan. Je suivais sur Africa 24 quand Affi-N'Guessan disait « Il ne m'a pas encore reçu ». Il parlait de Gbagbo. Quelqu'un qui est en prison, on sait où il est. Celui-là refuse de vous recevoir. Vous voyez le problème que ça pose? Tout le monde sait où il est. Tout le monde sait que ses libertés sont très restreintes. Et tout le monde sait que de là où il est, il suffit de lui dire « Bon, tel veut te voir ». En principe, c'est comme cela que je présente ça. Alors il dit « Il ne m'a pas encore reçu. Il va me recevoir ». Tout comme si le président Gbagbo était chez lui et reçoit qui il veut, quand il veut. Ce n'est pas exactement comme ça. Ça prouve donc que le FPI, j'ose le dire, c'est la chose du président Gbagbo. Il l'a conçu de son énergie et de sa sueur. On ne peut pas le lui arracher pour que ce soit entier et fonctionne en bonne et due forme. Alors on ferait mieux. Si on veut vraiment faire une démarche inclusive, ouvrir les perspectives, ratisser l'âge et dialoguer avec tout le monde, appeler le vrai FPI. Et le vrai FPI, c'est la tranche, c'est la portion à qui Gbagbo a donné son onction. Voilà, c'est un avis qui est clair. Nous allons évoluer et parler justement de l'ancien président Laurent Gbagbo et de son co-accusé du côté de la Cour pénale internationale. Je veux parler de l'ancien ministre et leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Nous allons revenir juste après l'intermède et relancer le second plateau.
motif de l'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé, des raisons de les maintenir en liberté sous condition. C'est donc le second thème du jour. Patrick Amompouyon, les juges de la CPI ont remis leur motivation écrite et visiblement c'est on va le dire comme cela se présente, un gros camouflet pour le bureau du procureur, puisque 2 juges sur 3, il faut le rappeler, ont estimé qu'il y avait un tissu d'allégations qui ne sauraient être prouvées ou qui n'ont pas pu être prouvées. On reprochait concrètement à l'ancien président des chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et consorts. Visiblement, les juges ne sont pas de cet avis et pourtant, les 2 hommes sont toujours en liberté sous condition. Au fait, il faut dire que le débat tel qu'il est posé souvent n'est pas pédagogique. Déjà, vous avez vu la fin de l'intervention de M. Chefa pour le premier débat, c'est-à-dire qu'il faut oublier la loi et il faut remettre le FPI à Laurent Gbagbo. Parce que lui, le FPI, donc, il faut remettre ça à son leader. En réalité, les amis, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, en Côte d'Ivoire, Afin Guissan, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, a le récépissé du FPI. Donc si on l'écrase, on le minimise, on l'insulte et tout ça, il a de quoi nuire. Il est donc important que soit on discute avec Afin Guissan en le respectant un peu, ou bien on crée une autre partie. Ça se s'appelait FPI Gbagbo, FPI Sisi, mais dire que le gouvernement va donner FPI aux autres, c'est pas légal. Cela étant, par rapport au procès, oui, le document dit, le bureau du procureur n'a pas pu apporter la preuve que Laurent Gbagbo a commis un crime contre l'humanité. Apporter la preuve ne veut pas dire que Laurent Gbagbo n'a rien fait. Première chose. Deuxième chose, je voudrais dire au camp FPI que ce qui pose problème pour la libération de Laurent Gbagbo, ce n'est même pas les questions de droit. C'est que quelqu'un a été président de la République, ait prêté serment pour protéger les Ivoiriens, et qu'il y a eu 3000 morts, et qu'il ne se reproche rien, et qu'il n'y a aucun message jusqu'à aujourd'hui pour compatir à la douleur de ces 3000 morts. Je voudrais demander, avec tout le respect qu'on peut avoir pour un ancien chef d'État qu'est Laurent Gbagbo, qu'il sorte un communiqué par ses avocats pour compatir à la douleur, pour assumer au moins sa responsabilité morale dans le fait qu'il a prêté serment pour protéger les Ivoiriens et qu'il n'a pas pu le faire. Et on finit avec ce procès. Parce qu'il a fait 7 ans de prison, tout ça, mais qu'on ne vienne... Parce que, vous voyez, le jour où on a dit Laurent Gbagbo est acquitté là, mais c'est comme si, bon, Laurent Gbagbo, rien à se reprocher, il est propre, et c'est le camp Ouattara seulement qui est coupable. Et donc, et on écoute les discours, ça indispose toute personne qui a un peu de compassion pour 3000 morts. Alors moi je dis, finissons avec ce procès, avec un message de compassion du président Laurent Gbagbo pour ces morts et assumer sa responsabilité morale. Il n'a pas une responsabilité pénale peut-être, mais il a une responsabilité morale. C'est lui qui est le président en ce moment. C'est lui qui a prêté serment pour protéger les Ivoiriens. Et les Ivoiriens n'ont pas été protégés. À partir de cet instant, il y a des responsabilités. Maintenant que les M. Chefa viennent nous démontrer que tout est faute de Ouattara, tout est faute de Guillaume Soro, tout est faute et que c'est Gbagbo est propre, tout ça, non, non, non. Ayons de la responsabilité dans la démarche. Laurent Gbagbo n'a qu'à assumer sa responsabilité morale et qu'on clôt ce procès-là, que Laurent Gbagbo rentre pour fatiguer aussi Alassane Ouattara, qui a besoin aussi d'être fatigué, parce qu'il fatigue les gens là-bas, il a besoin aussi de Gbagbo pour venir le fatiguer là-bas. Donc bref, nous avons besoin de Gbagbo pour rééquilibrer le débat politique en Côte d'Ivoire, mais que Gbagbo sorte ce communiqué et qu'on passe à autre chose. On a l'impression évidemment qu'il y a un problème de responsabilité. On a entendu l'ancien ministre Charles Blé Goudé dire, notamment devant la CPI, qu'aucune goutte de sang ne criait son nom. Est-ce que, selon vous, c'est une posture qui peut être défendue? Est-ce que c'est une posture responsable au vu, notamment de la crise qui a quand même fait, on le rappelle toujours, au moins 3000 morts? Est-ce que moi j'ai dit ici que je suis Gbagbo? Non. Ou que je suis FPI? Non. C'est à moi de poser les questions. Ne passionnons pas le débat. Par rapport à qui appartient au FPI, le coach a mené une analyse juridiquement droite. De ce point de vue, il n'y a pas de débat.
Mais un parti politique n'est pas un récépissé. Un parti politique, c'est une somme de militants qui vous fait gagner des combats politiques. Vous pouvez avoir le récépissé et l'autre a les militants. Vous, si vous étiez un acteur politique, qu'allez-vous préférer? Un papier qui dit que c'est votre parti ou bien les militants qui feront... Vous n'êtes pas candidat. Non, le problème n'est pas là. Le papier, vous n'êtes pas candidat. Non, le problème n'est pas là. Allez demander aux Béninois. Non, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Nous savons très bien qu'un parti politique est une machine de guerre politique qui vous fait gagner des guerres. Si Afin Guessan pense que ce qu'il a en main lui permet d'être président de la République, c'est bien, c'est lui qui pense ça. Il n'y a pas de problème. J'en ai fini avec cet aspect. En ce qui concerne tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quel être humain sérieux qui a une tête et qui réfléchit dirait que Gbagbo est blanc comme neige? Moralement, il est responsable. Du point de vue responsabilité assumée par le président de la République, il est responsable. Et du point de vue pénal, quand vous voulez protéger quelqu'un aussi, je suppose, M. Tohanou, vous êtes le plus grand gladiateur du monde. Vous êtes recruté pour assumer la sécurité d'une dame débile qui prend son âme et s'explose le cerveau. Alors, quel juge vous prendrait comme... Je suis en train d'expliquer que lorsque vous voulez assurer la sécurité de quelqu'un, lui-même commence d'abord par assurer sa sécurité. Lorsque les responsabilités seraient partagées, vous verrez qu'il y aura une grille d'acteurs qui seront tous responsables à divers niveaux. Maintenant que Laurent Gbagbo sorte un communiqué, il le fera quand il sera entièrement libre. Quand il sera entièrement libre, il ne faut pas placer la charrue avant les bœufs. Dès qu'il sera entièrement libre, qu'il va recouvrer la totalité de sa liberté, il aura le temps de faire son examen de conscience. Il va se réconcilier avec son peuple. Il peut même pleurer devant le peuple ivoirien. Il faut qu'il le fasse de son propre chef, pas sous de la pression. On ne va pas le contraindre à faire quelque chose qui ne vienne pas de son tréfonds. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous me mettez des menottes au poignet, au pied, quand vous mettez une âme sur ma tempe et vous me demandez de demander pardon, est-ce que ce pardon a ce sens? Mais lorsque j'ai fini de régler mes différends avec vous, je suis chez moi, je n'ai plus de pression qu'à l'aune de ma conscience, c'est un pardon sérieux et profond. Faisons chaque chose en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Et lorsque les temps sont décalés, lorsque les moments sont décalés, ce que vous faites, si en l'état aujourd'hui, le président Gbagbo fait ce que dit le coach Pognon, ne sera-t-il pas perçu comme un comédien en train de négocier sa libération? Est-ce que ça ne va pas être perçu comme cela? Donc, ordonnons bien les choses et faisons-les comme cela. Je vous ai dit, tout le monde, quelque part, tous les acteurs, quelque part, ont une part de responsabilité. Ceux qui ont financé les rebelles ont une part de responsabilité. Ceux qui leur ont remis des armes ont une part de responsabilité. La vieille dame qui est restée chez elle et priait dans son cœur pour que tel ou tel camp gagne a une part de responsabilité. Les Africains, notamment ceux qui sont à l'ouest du continent, qui les ont regardés faire, ont une part de responsabilité. Et même Dieu en a une part de responsabilité. Donc je vous en prie, prenons les choses telles qu'elles sont. Il ne s'agit pas de dire qui est fautif et qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas de dire qui a gagné et qui a perdu. Je crois que le peuple ivoirien, moteur du développement en Afrique, a besoin de paix pour nous tous. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique et pour le monde. Si nous voyons les choses en ces thèmes et qu'il y a donc une démarche holistique à utiliser pour que la Côte d'Ivoire soit totalement pacifiée, nous allons le faire. Mais tant qu'il y a des gens qui veulent gagner, coûte que coûte, tant qu'il y a des gens qui sont narcissiques et qui, en regardant toute la planète, ne voient qu'eux-mêmes, vous voulez qu'on arrive à quoi? On n'arriverait à rien. Nos égos, dans nos intimités les plus profondes, ne fait que nous écarter et nous éloigner de la vérité. Et c'est cela que nous allons regarder. On ne peut pas être président de la République pendant 10 ans, exercer réellement le pouvoir d'État et dire « en rien, je ne suis responsable de tout ce qui est arrivé ». Ça, c'est le langage des irresponsables. J'espère
Et j'ose croire que le président Gbagbo n'est pas et ne sera pas irresponsable. Voilà, votre avis est clair et connu. On parle de bases incertaines et douteuses concernant, on va revenir au procès, ce qui est reproché donc aux deux co-accusés de récits manichéens et simplistes d'une Côte d'Ivoire décrite par le procureur comme une société polarisée entre les militants pro-Gbagbo et les partisans d'Alassane Ouattara. Au vu donc du contenu on va dire, de la première chambre déjà, est-ce que ce n'est pas suffisant pour qu'on dise oh là, on les libère et on trouve on trouve des moyens d'organiser leur retour pour renforcer ce que le président Alassane Ouattara essaye de faire et de réussir avec plus ou moins une grosse dose d'échec, et je veux parler de la réconciliation. Vous savez, le troisième juge n'est pas contre ce qui est écrit dans ce document. Mais il est contre ce discours. Ce discours des pro-Gbagbo, c'est ce discours qui gêne le troisième juge. C'est ce discours qui peut gêner les juges d'appel. Ce discours qui fait que on prend 10 minutes pour trouver même Dieu responsable, pour finir par trouver une parenthèse, un peu de responsabilité à Laurent Gbagbo. Et c'est tout le monde, y compris Dieu, qui est responsable. Mais Laurent Gbagbo est un peu peut-être responsable. Et c'est quand le procès va finir que Laurent Gbagbo va assumer. Le juge, le troisième juge là, est gêné de dire que 3000 morts et le président de la République n'est responsable de rien. C'est-à-dire que les preuves sont, les documents sont là. On n'a pas pu trouver de preuves contre lui. Et le troisième juge aussi est d'accord avec ça. Mais il refuse de cautionner ça. Parce qu'il appelle ça, lui, dans sa tête, impunité. Et donc, la seule façon d'enlever le doute dans la tête de quiconque dans le monde, c'est que le président Gbagbo assume ce que Aimé Tchéfa a caché quelque part, sa responsabilité morale. Et les morts sont morts il y a 7 ans. Donc il n'y a plus de temps pour assumer responsabilité morale. Ça fait 7 ans que ça dure. Maintenant, je voudrais dire aux gens du FPI, je sais qu'ils vont m'insulter, mais ils n'ont qu'à comprendre que ma démarche permet que Laurent Gbagbo sorte de prison. La démarche d'Aimé Tchéfa, que je sais que Laurent Gbagbo ne va pas écouter, parce qu'il a compris dans ce que j'ai dit, que c'est comme ça qu'il peut sortir de là-bas. La démarche d'Aimé Tchéfa fait 7 ans de prison à Laurent Gbagbo. Ce n'est pas le procureur qui a fait 7 ans de prison. C'est les discours comme ça qui ont fait que Laurent Gbagbo est en train de faire la prison. Il faut que Laurent Gbagbo assume sa responsabilité morale pour que tout citoyen du monde se dise oui, à partir du moment où il a assumé sa responsabilité morale, franchement, on doit quand même reconnaître qu'il n'est pas directement concerné, donc il faut quand même qu'on le libère pour aller s'occuper d'autres choses. Parce que cette posture-là, nous, en février passé, tout le monde a adopté cette posture en pensant que c'est fini. Mais on vient de faire plusieurs mois encore. Maintenant, ce document est sorti. Ça recommence encore. Mais ce document ne veut rien dire dans la procédure. Puisqu'on savait ça là en février. Maintenant, le procureur risque de faire appel. Le procureur va faire appel. La Cour va encore prendre des mois pour statuer sur l'appel. Après l'appel, les juges là-bas peuvent avoir cette gêne de voir 3000 morts et le président se dit innocent. Donc, cette gêne-là peut encore prolonger de plusieurs années. Or, la Côte d'Ivoire a besoin de Laurent Gbagbo. Alors, franchement, arrêtons le discours populiste et assumons les responsabilités pour qu'on finisse avec ça et qu'on regarde devant. Voilà ce que est ma position par rapport à cette question. Je vais dire 2 phrases. Je ne dirai pas que 2. 1. Nous sommes devant un tribunal correctionnel qui a un pouvoir de coercition dans une dimension pénale. On n'est pas devant une assemblée de philosophes. Bon, vous avez fait ceci. Non. La justice classique a une façon de fonctionner. OK? Et le premier principe du droit est que la preuve est la rançon du droit. Ce n'est pas ce que Gbagbo dirait qui amènerait les juges à décider. Et ce sont les preuves dont disposent les juges. Coach, votre démarche... Non, coach, c'est moi qui ai la parole. Non, les juges non, mais c'est moi qui ai la parole. Non, je veux que Laurent Gbagbo sorte. Non, c'est moi qui ai la parole. Nous allons écouter Aimé Tchéfa. Aucun juge au monde ne rendra une décision parce que Gbagbo a dit telle ou telle chose.
La justice fonctionne sur la base de preuves. S'il n'y a pas de preuves à déposer, aucun... Mais pourquoi depuis nous tournons en rond? Parce qu'il n'y a pas de preuves. Ce que vous dites est très bien pour les tribunaux qui ne sont pas des tribunaux de justice classiques. Mais dans le droit classique, le vrai droit en tant que science tel qu'il fonctionne, ce que vous dites dans la Grèce antique, au sein des agoras, ou par rapport... Non, attendez. Ou par rapport à l'ancien droit où tout est basé sur la morale et l'éthique, ce que vous dites a tout son sens. Mais face à une justice où vous serez accusé sur la base de preuves, ce n'est pas vous-même qui allez précipiter votre accusation. Le dossier a fini son instruction depuis. Ce que vous dites, c'était en instruction. Et l'instruction est secrète. À l'étape où nous en sommes, il suffit de déposer des preuves. Et sur la base de ces preuves, accuser, le juge, il accuse par rapport à son intime conviction. Si le troisième juge n'est pas convaincu, à lui de trouver des éléments pour en être convaincu. Et la défense du président Gbagbo est là toujours pour apporter des preuves et disculper leurs clients. Donc je vous en prie, ne pensez pas. Je suis en train de vous dire ce qui est réel. Vous êtes en train de dire ce qui est moral. Mais moi, je suis en train de vous dire ce qui est technique. Donc vous pensez que tous les avocats que Gbagbo a, tous les intellectuels qui l'entourent, tous sont de gros cons, de gros idiots, ils ne connaissent rien. Donc c'est un ramassis de fafelus et d'ignorants. Donc personne parmi eux n'a un tout petit peu d'intelligence de voir ce que vous dites là. Tous l'ont perdu de vue depuis 7 ans. Non, on n'en est plus là, je vous en prie. Donc c'est ce que je m'en vais dire. On est à un niveau beaucoup plus sérieux. L'aspect moral du procès sera connu quand Gbagbo sera entièrement libéré. Voilà, votre avis, il est connu. Je voudrais qu'on parle de l'ancien ministre Charles Blé Goudé. Dans un récent entretien, l'homme a dit la conclusion de Laurent Gbagbo sera mon introduction. Attendu sans doute en politique pour bientôt. Votre avis sur le retour de Charles Blé Goudé, qui, rappelons-le, est toujours du côté de la haie dans un hôtel où il séjourne. Permettez-moi de dire que moi, quand je vois le parcours de Blé Goudé, je prends ça comme un échec. Un échec parce que avoir assumé autant de responsabilités en Côte d'Ivoire et ne pas trouver un seul pays d'accueil, ça veut dire que l'écart entre Laurent Gbagbo et Blé Goudé est énorme. À partir de cet instant, je crois que Blé Goudé gagnerait à entamer une retraite politique. Parce que, vous savez, ils vont sortir de là. Et ma prière, c'est qu'ils sortent de là. Et pour ça, il faut qu'ils m'écoutent et non Aimé Chifa. Parce que Aimé Chifa est libre à Cotonou. Il vient de rentrer de Belgique, il voyage, lui, il est libre. Mais eux, ils sont en prison. Et donc, la posture populiste, les gens qui ont cette posture n'ont qu'à comprendre qu'eux, ils sont pour le moment privés de liberté. Bref, moi, je pense que Blé Goudé, même s'il doit faire la politique, que ce soit sous Laurent Gbagbo, que ce soit derrière Laurent Gbagbo, parce qu'il n'a pas su construire une notoriété qui puisse le porter à un fauteuil de président de la République. Je crois que même le schéma qui se dessine en Côte d'Ivoire avec ce long moment passé hors du territoire, vraiment, moi, je pense que c'est ambitieux pour lui. Surtout que, vous voyez, quand on a annoncé même la libération, on a attendu Gbagbo partout. Mais ne l'écoutez pas vraiment. Donc, bref, moi, je pense qu'il n'a qu'à avoir raison gardée. Et c'est cette posture de on se voit déjà président alors qu'on n'est pas sorti des prisons. Vous voyez, c'est tout ça. Et contrairement à ce que Aimé Chifa est en train de dire, retenez une chose. Si le droit voulait être comme il le décrit à l'université là, si le droit devait être comme ça, on allait mettre le droit dans un ordinateur, mettre des preuves dedans, et l'ordinateur allait dire innocent, coupable. Mais si on a choisi un être humain qui a une conscience, ça veut dire qu'on peut écrire tout sur papier, mais la conscience de l'homme jouera toujours en termes de procès, en termes de jugement. Voilà. Aimé Chifa, rapidement, concernant le cas de l'ancien ministre Charles Blé Goudé, votre avis? Je partage partiellement le point de vue du coach Pouillon, sauf que je n'adhère pas à sa conclusion. Blé Goudé, il doit encore apprendre. On ne devrait pas l'attendre, puisque Blé Goudé, avec son père,
Monsieur Touanou, quand vous êtes avec votre père, c'est votre père qu'on voit. Si on vous voit, on ne voit pas votre père, là, c'est vous qui avez un problème. Ça veut dire que vous damez le pignon à votre père. Un enfant normal ne dame pas le pignon à son père. Un enfant normal ne prend pas le fauteuil de son père pendant que celui-ci est encore vivant. Blé Goudé a appris sous Gbagbo. Son apprentissage est en cours comme l'apprentissage de Guillaume Soro. Plein d'autres ont appris sous le président Ouattara. Ils sont en apprentissage, ils seront libérés un jour. Ils feront leur chemin. En politique, ce n'est pas l'arrivée qui importe, c'est le chemin. C'est la route, c'est tout ce que vous aurez fait sur le chemin et tout ce que vous auriez appris. Et on n'apprend pas sans erreur. Voilà, votre avis est clair et assumé. Vous êtes Métiefa, sociologue expert en stratégie de développement. Face à vous aujourd'hui, Patrick Abokoyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Et à vous qui nous avez suivis, merci aussi et à très bientôt pour un autre numéro de votre émission.